Bien, alors bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Hugues Deline. Donc Hugues Deline, vous êtes ancien officier de marine, docteur en histoire, prix stratégie maritime générale 2022 de l'Académie de marine, médaille d'argent 2022 de l'Académie royale de marine suédoise. Et cette liste est largement non exhaustive. Donc, je vous remercie vraiment de venir nous présenter votre conférence des Vikings au Nord Stream, la géopolitique de la mer Baltique. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Hugues, c'est à vous. Merci beaucoup Agnès. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de présenter cette conférence devant cet aéropage. Je partage mon écran, ça devrait fonctionner. Voilà, et voilà. C'est bon pour tout le Oui, monde? très bien, Ok, parfait. parfait. Voilà, donc eh bien, écoutez, la géopolitique de la mer Baltique est une mer qui est très méconnue parce qu'elle est quand même assez excentrée et pourtant vous allez voir qu'elle est extrêmement importante. Alors le titre c'est Des Vikings au Nord Stream, vous voyez qu'à Viking il n'y a pas de majuscule. En fait, c'est normal parce que Viking, ça ne correspond pas à une peuplade, mais ça correspond simplement à une façon de vivre, c'est-à-dire c'était les gens qui vivaient sur l'eau et qui, soit pour faire de la piraterie et des razzias dans certaines villes, soit pour faire du commerce. Voilà, donc c'est vivre de la mer, en gros. Voilà. Donc Viking, Nord Stream. Alors, voici mon plan. Donc la tyrannie de la géographie, mais ça c'est vrai pour tout. Donc il faut avoir conscience, il faut bien y voir la géographie pour comprendre l'impact sur la politique et sur la stratégie. Donc pour avoir la géopolitique et la géostratégie. D'abord, nous verrons l'ouverture des voies de communication maritimes et fluviales, c'est-à-dire les Vikings pour les voies de communication maritimes et les Varegs qui sont les mêmes, mais pour les voies de communication fluviales. Ensuite, nous parlerons de la domination, de la lutte pour la domination de la Baltique jusqu'à l'arrivée des Russes et la prise du contrôle de la Baltique des Russes qui va se terminer avec la fin de la guerre froide. Et avec à présent une reprise contrariée de l'expansion russe. Voilà, donc nous allons rentrer dans le détail à ce moment-là de tout ce qui se passe actuellement. Donc la tyrannie de la géographie. Voilà, vous avez sur cette vue le pôle Nord qui est marqué par une étoile blanche. Donc, et nous faisons une projection à la verticale à peu près du centre de la Baltique. Donc vous voyez, la Baltique, c'est cette mer ici qui part des détroits danois et qui ensuite est entièrement fermée par ici. Un zoom encore, là vous la voyez un petit peu mieux, vous voyez un certain nombre de pays. Donc vous voyez que nous sommes quand même pas très loin, nous sommes tout près de la mer du Nord, puisque l'ouverture des détroits se fait sur la mer du Nord. Donc tout près des pays d'Europe, comme la Grande-Bretagne et la France par exemple. Encore un petit zoom pour détailler les pays. Donc Norvège n'a rien sur la Baltique, hein, est à l'extérieur. La Suède, en revanche, est entièrement sur la Baltique et, je dirais ici, un petit morceau de mer du Nord. La Finlande qui est ici et qui a une frontière commune avec la Russie. La Russie, vous voyez tous les oblasts qui apparaissent en blanc, les frontières des oblasts, avec ici la ville de Saint-Pétersbourg. L'Estonie, Lettonie, Lituanie, les trois pays baltes, l'enclave ou l'exclave de Kaliningrad, la Pologne, l'Allemagne, le Danemark, ici. Voilà, on a fait le tour des pays. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde. Et vous voyez aussi que ce sont des pays qui, pendant très longtemps, ont été sous l'emprise de l'URSS et qui maintenant se sont retournés complètement au niveau politique pour aller vers l'OTAN pour la plupart. Si l'on regarde la bathymétrie et l'océanographie, la bathymétrie, c'est-à-dire la profondeur, donc la profondeur moyenne est seulement de 55 mètres. La plus grande profondeur est de 459 mètres.
Il y a des marées très faibles, ce qui peut se comprendre vu la relativement faible taille de cette mer et les difficultés d'écoulement dans les détroits. La densité est proche de 1, c'est-à-dire que c'est quasiment de l'eau douce. Et là aussi, ça se comprend assez facilement puisque c'est une mer, la mer étant quasiment fermée, l'eau arrive essentiellement par les fleuves. Donc les fleuves, c'est donc de l'eau pure avec donc une densité de 1. Alors ça a une importance, pourquoi? C'est pour les sous-marins. Parce que les sous-marins sont en équilibre entre leur poids et la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède varie avec la densité, donc c'est assez important. Donc certains sous-marins qui vont naviguer, par exemple les sous-marins français qui sont faits pour naviguer dans les mers plutôt salées comme la Méditerranée, un peu moins salées comme l'Atlantique, eh bien ne peuvent pas rentrer directement, par exemple, en mer Baltique. C'est pas possible. Et les sous-marins allemands ou polonais qui sont en mer Baltique ou suédois ont des difficultés aussi à aller en Méditerranée. Pour cela, il faut encore une fois adapter les lestes. Il y a des lestes que l'on peut rajouter euh, mais c'est important lorsqu'on parle de géopolitique. Enfin, les glaces, pendant les hivers rudes, vous voyez qu'il est quand même relativement lointain, c'est le dernier. En 1987, toute la mer était gelée, avec des endroits à 1 mètre d'épaisseur, mais dans l'ensemble, ça n'est gelé que dans certains points, plutôt vers le nord. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des brises-glaces en Suède. Voilà, voyons à présent l'ouverture des voies de communication maritime et fluviale. Eh bien, écoutez, c'est le fait des Vikings et des Varegs. Là je vous rappelle, là, encore une fois, les Vikings sont ceux qui sont partis sur mer. Autrement dit, ceux qui sont partis sur mer, c'est-à-dire qu'ils ont quitté les détroits, ils sont allés à partir de la mer du Nord, ils ont rayonné dans une grande partie du monde, puisqu'ils sont allés ils sont allés en Méditerranée, hein, il y a eu le royaume des deux Siciles, etc. Et ils sont allés assez loin aussi vers l'Empire byzantin. Il y en a d'autres qui sont allés vers l'Amérique. Vous connaissez Lance Meadow en Amérique du Nord, enfin au Canada. Et bien évidemment dans les îles, le Groenland. En revanche, les Varegs, eux, eh bien, ils ont pris les grands fleuves qui existent, hein, c'est-à-dire le Dniepr, dont on parle beaucoup avec la guerre actuellement. Ah, excusez-moi, je suis maladroit. Dont on parle beaucoup avec la guerre en Ukraine, et la Volga, qui est ici, qui, elle, va en mer Caspienne. Aujourd'hui, il y a ici un petit canal, ça c'est le Don, il y a un petit canal, la Volga au Don, qui permet de passer donc directement d'une mer à l'autre, mais ça c'est aujourd'hui, ça n'était pas à l'époque viking. Donc voilà, la période viking commence habituellement, enfin on considère qu'elle commence en 793 par l'attaque du monastère de Lindisfarne, ici, le voici là, en Grande-Bretagne. Et puis il s'est terminé en 1066 par les batailles de Sandford Bridge contre les Danois, puis de Hastings contre Guillaume le Bâtard, Guillaume de Normandie, donc qui a gagné cette bataille évidemment et qui a pris le pouvoir en Angleterre. Donc son viking, vous voyez, je l'ai rajouté ici, ceux qui s'enrichissent en prenant la mer, pillage et ou commerce. Voilà, donc ils utilisaient le Longship. Le Longship, on l'appelle Drakkar, mais c'est un nom impropre en fait. Le véritable nom, c'est Longship, qui est un bateau qui est tout en longueur, qui a des voiles à partir d'une certaine période, mais au début fonctionnait uniquement à l'aviron. Voilà le Longship Viking, 40 à 60 rameurs répartis en 2 files sur un pont ouvert. Donc ils n'étaient absolument pas protégés des intempéries. Chacun avait en gros une caisse comme celle-ci pour mettre toutes ses affaires. Et vous voyez que les planches de bordage sont à clin, c'est-à-dire qu'elles se superposent un petit peu comme des ardoises. Elles sont assemblées à clin et rivetées les unes aux autres. Alors, le gros avantage de ce système, est qu'il permettait de travailler des bois verts. Hein, on n'était donc pas obligé de laisser sécher pendant des années, voire des dizaines d'années le bois, comme c'était le cas, par exemple, pour le chêne, pour les vaisseaux, les grands vaisseaux que l'on verra plus tard, arriver plus tard.
Donc, vous voyez que c'est un bateau très pratique. Euh, il a un tirant d'eau très faible, ce qui lui permet donc d'emprunter la plupart des cours d'eau et de remonter très haut. Vous savez que les Vikings ont attaqué Paris en remontant la Seine, mais ils sont venus jusqu'à Poitiers. Lorsque vous voyez la taille de notre rivière Clain ici, vous vous demandez comment ils ont fait tellement. Bon, je pense qu'il y avait un peu plus d'eau à l'époque quand même, mais ces bateaux, ça permet aussi facilement de s'échouer sur une côte et de descendre à terre très rapidement. Alors la coque est en fil-rome, c'est-à-dire qu'elle permet au bateau d'avancer en avant, en arrière, hein, et elle permet une navigation, ils sont très effilés, donc elle permet une navigation rapide dans des eaux agitées. Un seul mât, il n'y a toujours eu qu'un seul mât, et à partir du moment où il y a eu des voiles, c'était une voile en laine de mouton tannée avec un mélange de graisse de cheval et de poisson. Vous voyez, ça devait sentir très bon, mais je pense que c'est pas ça qui les a arrêtés. Puis ils étaient en plein air, après tout. Euh, tout était bien pour ça. Alors, l'expansion viking, vous voyez, on la regarde, on a une carte là qui permet de la voir un peu mieux. Et vous voyez qu'ils ont beaucoup attaqué l'Angleterre et la France, énormément la France, l'Espagne et les côtes françaises, la Sicile, le royaume des deux Siciles, encore une fois, et ils sont allés jusqu'en Méditerranée orientale, la Méditerranée centrale et orientale, alors que les Varegs, eux, en descendant, ben, sont allés jusqu'à Constantinople, hein, et ils travaillaient pour l'Empire byzantin. On a trouvé beaucoup d'échanges, on a trouvé beaucoup euh, euh, de pièces arabes en Scandinavie, hein, ce qui prouve qu'il y avait un commerce vraiment très, très important entre les deux mondes. Donc entre l'Empire byzantin, mais pas que, donc l'Empire, tout ce qui était euh, arabe. Alors, un peu plus tard est arrivée la principauté de Kiev, hein. Ce sont justement ces Varegs qui l'ont fondée. On l'appelle aussi la Rousse de Kiev. Là encore, pour ceux qui suivent les affaires d'Ukraine, on en parle beaucoup, parce que c'était justement sur l'Ukraine et une partie de la Russie. Donc, elle a été fondée vers 880 par le prince Oleg, le Sage, et la Rousse a été dirigée donc pendant un certain temps par une dynastie d'origine scandinave, les Ryurikides, et elle s'est rapidement slavisée. Là, le mot rousse va désigner les populations slaves dirigées par les Varegs. Bon, le mélange a lieu et petit à petit, ils vont se mêler complètement. Le grand prince Vladimir de la dynastie Vareg du Riurik reçoit le baptême en 988 et tout son peuple avec lui. Donc ça, c'est très important, hein, donc cette christianisation des Varegs. Au XIe siècle, la Rousse de Kiev s'étend de la mer Noire à la Baltique. C'est l'État le plus étendu d'Europe. Et il va disparaître en 1240 du fait de l'invasion mongole. Donc c'est quand même quelque chose qui a duré longtemps, qui a duré pendant quasiment 4 siècles. Voilà encore une autre carte qui vous montre que la Rousse de Kiev, elle contrôle deux routes commerciales importantes, celle de la Volga et celle du Dniepr, hein, la Volga de la Baltique à la Caspienne, et la Volga ici, la Baltique à la Caspienne, et le Dniepr, donc de la Baltique à la mer Noire et à l'Empire byzantin, en particulier avec Constantinople. Voyons à présent la lutte pour la domination de la Baltique. Voici les détroits danois. Là, je les ai encadrés ici. Donc voilà, ça correspond à ce que nous voyons. Donc il y a l'Øresund qui est là. Ici, il y a le grand belt au milieu et le petit belt qui est ici. Et vous avez quand même quelque chose qui a été rajouté beaucoup plus tard. C'est ici le canal de Kiel. L'Allemagne ayant besoin au 19e siècle, du 19 au 20e siècle d'ailleurs, de passer ces bateaux qui étaient qui étaient en mer Baltique vers la mer du Nord, hein. Voilà, vous l'avez ici, hein, passer de la mer Baltique à la mer du Nord, ici. Donc ce canal permettait à la plupart des bateaux de pouvoir passer tout en restant dans des eaux, tout en restant sous la protection des armées allemandes.
Vous avez tous entendu parler de la Ligue hanséatique, hein, je vais là aussi passer très rapidement, mais elle a commencé en 1356, elle s'est terminée tard, hein, ce qu'on sait pas souvent, c'est-à-dire en 1862. C'est une fédération des villes d'Allemagne du Nord, qui a été formée en fait dès le XIIe siècle, mais qui est devenue une ligue seulement en 1356. Euh, beaucoup, beaucoup de commerce et protection des intérêts mutuels qui partait entre autres de Lübeck. Et il y avait un autre centre important qui était à Visby, ici sur l'île de Gotland, qui aujourd'hui est une grande île suédoise. Donc la Ligue, officiellement située en tant que Ligue commerciale multiville, en 1356, c'était des villes très riches qui en ont beaucoup profité. Euh, il faut dire aussi qu'il y avait un monopole sur le commerce dans la région de la Baltique, grâce à justement à son centre situé dans l'île de Gotland, donc dont la capitale est Visby, comme je vous l'ai dit précédemment. Depuis Gotland, la Ligue hanséatique a pu conclure des alliances commerciales solides et des accords encore plus lucratifs avec d'autres nations. Donc c'était vraiment une source de richesse pour les pays riverains de la Baltique. L'Union de Kalmar. Bon, Kalmar, c'est une île hein, qui est en Suède. Alors, ça s'écrit quelquefois avec un C, hein, Kalmar, comme en français. Voilà. Mais en suédois, c'est un K. C'est une union qui a été formée par les trois grands royaumes de la Baltique, qui sont le Danemark, la Suède et la Norvège. Et ils étaient réunis sous un seul monarque, ainsi que leurs colonies d'outre-mer, c'est-à-dire l'Islande, Groenland, les îles Faroé, les îles septentrionales, les Orcades et les Shetland. Juridiquement, les pays sont restés des États souverains distincts, mais la politique intérieure et extérieure était dirigée par ce fameux monarque commun. Vous imaginez bien que au fil du temps, l'accord s'est distendu et c'est le roi de Suède qui, le premier, a décidé de se séparer de cette union de Kalmar. Donc c'était le roi Gustav Vasa, hein, la famille des Vasa, qui en 1523 fait une entrée triomphale à Stockholm pour marquer la sécession définitive de la Suède de cette union de Kalmar. Bon, il est bien évident que l'union de Kalmar n'a pas résisté au départ d'un de ses membres principaux. Donc, l'une des raisons principales était de bloquer, oh, désolé, je touche à tout, était de bloquer l'expansion allemande vers le nord, dans la région de la Baltique. En fait, vous souvenez peut-être qu'il y avait les chevaliers teutoniques qui étaient très présents et qui ont fini d'ailleurs par perdre la religion catholique pour devenir des protestants finalement. Et ils étaient dans la région de Königsberg à la fin. Nous en reparlerons aussi tout à l'heure. La principale raison de l'échec, c'est la lutte perpétuelle entre le monarque qui voulait un État unifié fort, le monarque unique, et la noblesse suédoise et danoise qui ne le voulait pas, bien évidemment. Ensuite, il y avait le droit du Sund. Puisqu'il y a du commerce, il y a des détroits, ben, autant faire payer le passage, hein, un droit de passage. Et c'était le Danemark qui tenait les détroits et qui en a profité essentiellement. Donc ces droits ont été mis en place à partir de 1429 et ils ont été abolis en 1857. Le Danois a été le maître des détroits jusqu'en 1658 seulement, quand la Suède s'est emparée de la côte ouest, c'est-à-dire la côte qui donne sur la mer du Nord. Le commerce est dominé par l'île hanséatique, comme nous l'avons vu, puis par les Pays-Bas à partir de 1590. Importance économique de la Baltique après 1500, ça a coïncidé avec la dégradation du statu quo politique. Les puissances qui avaient dominé la mer à l'époque médiévale, c'est-à-dire l'Espagne, c'est-à-dire le Portugal, et un peu après, ce sera aussi le cas des Pays-Bas, mais surtout les deux premiers qui étaient en phase terminale de déclin ou étaient sérieusement affaiblis. Donc la lutte pour le contrôle de la mer Baltique qui en a résulté a duré 2 siècles avant que la Russie ne s'impose
comme la principale puissance balte. À partir de 1500, la Baltique fournit en majeure partie du bois, donc beaucoup pour la construction navale, du goudron. Le meilleur vient de la Moscovie, hein, qui ne s'appelait pas encore Russie, du bré, du chanvre. Tout ça, ça sert à calfater les cordes, à calfater les coques. Mais le bré, le bré, c'est une sorte de goudron. euh, que l'on met aussi. Le calfatage, ça revient à assurer l'étanchéité entre deux planches de bordée par des taurons de chanvre, hein, et que l'on rentre en force dans les espaces et que l'on recouvre ensuite de brais ou de goudron. Voilà. Donc c'est le calfatage. Le lin était très important pour les voiles en particulier. Vous voyez qu'il y avait un commerce extrêmement important. Tout cela venait de la Baltique, auquel il faut rajouter le cuivre qui deviendra encore plus important que lorsqu'on fera le doublage des coques avec des coques de navires avec du cuivre. Et aussi, comme aujourd'hui encore, d'énormes quantités de céréales bon marché euh, qui, euh, qui étaient utilisées dans le monde entier, enfin surtout en Europe, là, en l'occurrence. Alors voilà, merci Agnès, hein, voilà, qui m'a fourni cette photo. Une photo d'un bateau, le Vasa. C'était un bateau à deux ponts qui avait été conçu par les Suédois. À l'époque où il était très impliqué dans les affaires européennes. Et vous voyez que ce bateau, c'était donc pendant la guerre de 30 ans, hein, qui était une guerre absolument épouvantable dans l'Europe centrale, à laquelle la France n'a participé qu'à partir de 1935, euh, sous le cardinal de Richelieu ayant su garder le pays hors de cette guerre. Mais on a fini par y aller, et par se battre aux côtés des Suédois qui étaient du côté protestant. Donc, mais ça, c'était uniquement parce que l'ennemi était les Habsbourg et donc l'Espagne. Le Vasa a fait naufrage le 10 août 1628. En fait, il a fait naufrage quasiment dès qu'il a appareillé. Il était pareil, il était armé au sens maritime du terme, avec tout son équipage, tous ses canons, tous ses approvisionnements étaient embarqués. Le bateau a quitté le quai, mais il y avait une grosse erreur de stabilité et le bateau s'est retourné. De nombreux morts, hein, dans l'équipage. Il avait fait 1 000 nautiques, hein, c'est-à-dire 1852 mètres simplement depuis son quai. Et donc les Suédois n'ont pas pu le renflouer, bien évidemment. Et ils ont tout fait pour récupérer les canons, le maximum de canons. Et petit à petit, ce bateau a été complètement oublié et il s'est enfoui dans la vase du port de Stockholm. Et il a été redécouvert en 1961, si mes souvenirs sont bons, et il a été renfloué. L'avantage de la Baltique, qui est une mer très peu corrosive, parce qu'elle est froide, c'est que le bois était en excellent état de conservation, et c'est devenu un des musées les plus visités de Suède. C'est devenu un des musées un des plus lucratifs de Suède aussi. Bon, ce commerce, alors je reviens au commerce, ce commerce de tout ce qui concerne la navigation, il a suscité de sérieuses rivalités, puisque les puissances voisines cherchaient à contrôler les ports situés à l'embouchure des grands fleuves qui acheminaient justement ces marchandises depuis l'intérieur des terres. Le Danemark contrôle les deux rives du Sand, l'étroite entrée de la Baltique, et a pu imposer des péages contestés, nous en avons déjà parlé. Après 1500, aucune puissance n'était assez forte pour contrôler la Baltique ou son commerce, et il y a eu une multitude de conflits, enfin de nombreux conflits plutôt qu'une multitude, qui s'imbriquaient constamment dans les affaires européennes plus larges, dont cette fameuse guerre de 30 ans, qui a été une horreur absolue dans l'Europe centrale.
Donc en 1648, c'est la fin de la guerre de 30 ans, c'est le fameux traité, la fameuse paix de Westphalie, hein, c'est notre système international actuellement, la Suède prend possession, la Suède qui fait partie des vainqueurs, prend possession de la Poméranie occidentale, dont les ports de Stettin et de Wismar. Euh, c'est en bas à gauche, là, et des évêchés de Brême et de Verden. En 1658, une nouvelle paix après une guerre avec le Danemark, et la Suède acquiert, là c'est la carte de droite, le Scania, enfin bref, je vous laisse lire, et la possession de Halland est confirmée. Voilà, la possession de Halland. Pardon, encore une fois. Ah, oui, voilà. Halland est ici. Voilà. Donc, de nouvelles attaques suédoises à l'été 58 ont conduit à une alliance Danemark-Pays-Bas, une rébellion de la Scanie et la défaite des Suédois à Funen. Voilà, voilà une carte de la Suède à son apogée. Hein, vous voyez, donc, à ce moment-là, la Suède devient effectivement un lac, pardon, la Baltique devient un lac suédois. Elle a récupéré un certain nombre d'îles et donc la puissance de la Suède s'étendait de l'océan Arctique au partie méridionale de la mer Baltique. Donc le sud-ouest de la Finlande était au cœur du royaume. La Suède cherche à devenir une superpuissance et mène des guerres. Vous voyez que la Suède a toutes les côtes autour de la Baltique ici, alors que c'est là que va être construit Saint-Pétersbourg. Donc vous avez la Moscovie de l'autre côté, hein, la Russie, en l'occurrence à ce moment-là. Voilà une carte de l'époque, hein, elle est de 1669. On reconnaît bien l'île de Gotland ici. On reconnaît, bon, les détroits sont en bas à gauche, évidemment. Vous avez ici, vous voyez que au XVIIe siècle, la puissance de la Suède s'étendait de l'océan Arctique au parti méridional de la mer Baltique, et le sud-ouest de la Finlande était au cœur de ce royaume. Donc la Suède cherche à devenir une superpuissance et elle va mener des guerres sans arrêt, moyennant quoi elle va finir par perdre beaucoup de choses. Encore une fois, voilà l'état de la Suède en 1660. En 1721, là nous sommes effectivement à la période, en 1660, c'est la période de, de plus grande expansion, alors que vous voyez qu'en 1721, hein, c'est après la guerre, la Grande Guerre du Nord, là la Suède a perdu et a perdu une bonne partie de ses côtes dans le sud, et ce sont les Russes qui vont les récupérer avec l'installation de Saint-Pétersbourg. Nous arrivons à cette véritable expansion maritime et territoriale de la Russie. Bon, Pierre le Grand, c'est Pierre Ier, hein, Pierre le Grand, un grand tsar, pardon, un grand tsar russe, et il a envoyé une armée contre les Tatars de Crimée. Là aussi, ça nous rapproche de l'actualité. Il s'est dirigé vers la forteresse d'Azov, qui offre un accès direct à la mer Noire. Il installe un chantier naval à Voronezh, donc c'est le premier chantier naval russe. Pour parfaire sa connaissance de la mer, il va faire un voyage d'études en Occident, en particulier à Amsterdam, où il y avait la grande compagnie des Indes. Et Amsterdam, à l'époque, était extrêmement riche, hein, à cette époque-là. Il y avait environ un homme sur cinq, hein, qui était marin. Donc, en fait, elle faisait le commerce pour les autres. Et le pays s'était enrichi extrêmement rapidement. Bon, en revanche, il est allé à Londres pour visiter les musées, les laboratoires, les académies. Hein, Londres étant à l'époque un pays qui développait énormément tout ce qui touchait à la mer. Voilà, donc ça a été l'occasion d'approcher la culture occidentale, d'apprendre différents métiers manuels, de recruter des spécialistes étrangers et surtout ceux qui sont nécessaires
à une marine de guerre. Bon, voilà. Donc voilà, cette grande guerre du Nord dont je vous ai parlé, elle a duré 21 ans, donc encore une guerre très longue, plus courte évidemment que celle de 30 ans, mais quand même. Donc la Russie était alliée au Danemark à partir de 1700. Les Suédois commencent par gagner un certain nombre de choses et vont finir par s'épuiser. Pierre Ier conquiert les terres d'actuelle Estonie. Je vous rappelle que l'Estonie, c'est le plus haut, le pays balte le plus au nord. Et l'embouchure du fleuve Neva, donc ça, c'est l'embouchure de Sébastopol, et c'est de Saint-Pétersbourg, pardon, et c'est là qu'il va fonder la ville de Saint-Pétersbourg et en faire sa capitale. En 1703, vous voyez que c'était encore en pleine guerre à ce moment-là. Mais il était suffisamment sûr de lui pour s'y installer. Pendant les dernières années de guerre, les armées de Pierre conquièrent les provinces suédoises de Livonie, donc la moitié nord de la Lettonie et de l'Estonie méridionale actuelle, et attaquent à nouveau les Suédois dans leur province de Finlande. La mort de Charles XII de Suède en 1718 permet l'arrêt des hostilités. C'est sa sœur qui lui succède, et finalement, il va y avoir le traité de Nystad qui va mettre fin à la guerre en 1721. Vous voyez la différence entre ce que possédait la Suède en 1660 et la Suède en 1721, qui a perdu une bonne partie des côtes, entre autres tous les pays baltes. Les côtes de la mer Baltique qui vont jusqu'à la frontière finlandaise et qui appartenaient alors à la Suède sont cédées à la Russie. La Suède redevient une puissance de deuxième rang, et elle le restera, et la Russie devient la puissance dominante de la région. Alors voilà une petite carte sur l'extension de la Russie, mais je passe rapidement parce que je crois que celle-ci est plus intéressante. Vous voyez que la Russie, qui est le plus grand pays au monde, a toujours cherché à gagner à toutes ses frontières. Pourquoi? Parce que si vous regardez la géographie physique de la Russie, vous vous rendez compte que elle est constituée essentiellement de plaines, donc ce sont des boulevards à invasion. Il y a eu l'invasion de Napoléon assez courte. Il y a eu l'invasion des Allemands aussi qui a été importante. Mais vous aviez toutes les grandes invasions qui venaient d'Asie, hein, dont Tamerlan, etc. Donc, pour se protéger, la Russie a besoin de zones tampons. Et ça, c'est dans toute son histoire. Elle a besoin de zones tampons. Et pour s'enrichir, elle a besoin de commerce maritime, donc d'un accès aux eaux chaudes, aux mers chaudes. Et c'est ce qu'elle cherche en permanence. Donc, le fait d'arriver à la mer Baltique, c'est un progrès important, si ce n'est que de temps en temps, pendant certains mois, la mer est gelée, et donc elle n'est pas praticable en tout temps. Et ils ont accès à la mer Caspienne, mais qui est une mer fermée, et enfin à la mer Noire avec Sébastopol, hein, qui va être prise. Et là encore, c'est un clin d'œil de l'histoire, puisque nous voyons que c'est une période qui nous rappelle qui nous rappelle ce qui se passe actuellement avec la guerre en Crimée. Voilà. Bon, sinon, alors, avoir des États tampons, hein, la Russie va sans arrêt chercher à en avoir, hein, vous voyez, de plus en plus vers l'ouest, vers l'est, euh, entre autres en prenant une bonne partie de la Sibérie à la Chine. Vous voyez, jusqu'à un moment, ça a été extrêmement loin, hein, là, elle a atteint, là, on est à Vladivostok, mais par la suite, la Russie va aller jusqu'à Port-Arthur ici, vous voyez, qui est donc à côté du port de Pékin, à côté de Tianjin. Voilà, donc la Russie ici va réussir, mais pendant très peu de temps. En fait, elle va avoir pendant quelques mois seulement la côte. Donc vous voyez que là, elle n'a pas atteint les eaux chaudes, elle a mieux que ce qu'elle avait avant, où elle n'avait guère que les fleuves, et maintenant elle a quand même les débouchés sur des mers. Alors, pour bien illustrer la tyrannie de la géographie, certains d'entre vous, je pense, ont entendu parler de la bataille de Tsushima, hein, et c'était du péril jaune. En fait, il y a une guerre qui a été déclarée par le Japon
qui attaquait Port Arthur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, Port Arthur, donc qui est en Chine, hein, Port Arthur qui est à peu près, qui est ici, là, voilà, et très exactement, hein. Donc à l'époque, c'était occupé par la Russie, et ils avaient une escadre d'Extrême-Orient qui était ici, qui a été attaquée brutalement par les Japonais, la marine japonaise formée par les Anglais, et dont les bateaux, une bonne partie des bateaux étaient fabriqués dans des arsenaux organisés par la France à l'époque. Donc les Japonais ont attaqué par surprise Port Arthur, ont coulé un certain nombre de bateaux. Des renforts terrestres sont arrivés par le transsibérien pour les Russes, mais les Japonais étaient juste en face de leur port. Il y a donc eu un certain nombre de batailles, et finalement, pour aider le port Arthur qui était assiégé à l'époque, eh bien la, la Russie a fait appareiller l'escadre de la Baltique, justement, de Saint-Pétersbourg et de la base navale de Kronstadt à côté. Et toute cette flotte a fait un énorme tour du monde parce que elle n'était pas. Beaucoup de pays étaient opposés à cette guerre. Euh, Ils étaient surtout opposés à la Russie, en l'occurrence, qui était une puissance importante, et une partie de cette flotte n'a pas pu passer par le canal de Suez et était obligée de faire le tour de l'Afrique. En fait, il n'y avait que la France qui les ont un petit peu aidés. Je vous rappelle qu'à l'époque, ces bateaux étaient obligés de charbonner, hein. C'était donc des chaufferies qui fonctionnaient au charbon. Voilà, donc ça a été une véritable odyssée, hein. Et quand la flotte est arrivée dans le détroit de Tsushima, qui est le détroit qui sépare la Corée du Japon, hein, dans le détroit de Tsushima, eh bien, les Japonais les attendaient. Et voilà ce qui s'est passé. Vous avez les forces en présence, hein, de l'Empire russe, 11 cuirassés, mais qui étaient à bout de bord, hein, ils n'en pouvaient plus. Après, ils avaient une traversée extrêmement longue. Il y avait 8 croiseurs et 9 destroyers, alors que l'Empire du Japon n'avait que 4 cuirassés, mais 27 croiseurs, 21 destroyers, 37 torpilleurs extrêmement bien entraînés. Et les pertes ont été sans appel, hein, 4380 morts chez les Russes, 117 seulement chez les Japonais, 5917 blessés chez les Russes, 583 chez les Japonais, 21 navires coulés chez les Russes et 3 torpilleurs coulés, c'est-à-dire des tout petits bateaux, chez les Japonais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé du péril jaune. En fait, ça avait commencé un peu avant, avec l'article de Mackinder qui était paru là, en 1904. Voilà, donc là, vous voyez une image japonaise, hein, qui montre la déroute de la marine russe. Tout ça s'étant passé essentiellement de nuit. Donc, la tyrannie de la géographie, et je dirais que les Russes, les Soviétiques par la suite, et à nouveau les Russes, n'ont jamais oublié ce Tsushima, qui est peut-être mal connu chez la plupart des gens dans nos pays, mais qui a été d'une importance, qui a été une défaite qui a d'ailleurs époustouflé, ébahi, je dirais plutôt, le, les populations européennes et américaines. Euh, Là, vous voyez l'Allemagne. Ça, c'est l'Allemagne avant la guerre de 14. Enfin, au moment de la guerre de 14, vous voyez que l'Allemagne avait une partie des côtes, hein, qui est de la mer Baltique. Et lorsque l'on regarde après le traité de Versailles, donc les conséquences de la Première Guerre mondiale et certains choix absolument désastreux qui ont été faits, pardon, je reviens. Ma souris est un peu sensible. Voilà, donc il y avait ici, vous avez le fameux corridor de Danzig qui était une des causes de la Deuxième Guerre mondiale, avec ici la ville libre de Danzig qui était ici. Et vous voyez qu'on avait coupé en deux la Prusse, avec ici Königsberg, hein, qui va devenir, qui va être pris par les Russes actuellement. On va avoir la même chose
actuellement avec l'esclave de Kaliningrad. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a séparé, donc cette partie-là appartient à la Russie et elle est séparée des autres côtes. Donc vous voyez ici, c'est ce fameux corridor de Danzig. La Finlande, parlons de la Finlande, puisque c'est un grand pays. En 1917, pendant les événements révolutionnaires russes, elle obtient son indépendance. Je vous rappelle qu'elle était devenue russe après les guerres contre la Suède. En 1918, une guerre civile se termine par des fêtes des Rouges finlandais qui étaient soutenus par la Russie soviétique. Donc la Finlande va être, va être indépendante, hein, tout simplement. Mais le 30 novembre 1939, c'est la guerre d'hiver. L'URSS attaque la Finlande qui résiste. L'URSS n'est pas en guerre contre l'Allemagne, donc elle profite de la guerre en Europe pour attaquer la Finlande. La Finlande résiste bien, elle a impressionné beaucoup de monde et il y a finalement un traité de paix en 1940 elle est obligée de. La Finlande a quand même eu des déboires et elle est obligée de laisser de donner à la Russie tout ce qui apparaît en rouge sur la carte. En 1941, vu l'attaque de l'URSS par la Wehrmacht, la Finlande devient de facto alliée de l'Axe et attaque aussi l'Union soviétique. Alors, des débuts victorieux, mais très vite, elle est écrasée par la masse soviétique, mais pas totalement écrasée, hein, puisque même si le pays est ruiné et ravagé, elle signe une paix séparée avec l'URSS en 1944 et donc elle sauve au moins son indépendance, hein, ce qui pourrait paraître étonnant, mais je vous rappelle que les pays baltes, eux, n'ont pas sauvé leur indépendance. À partir de ce moment-là, la Finlande va observer une neutralité stricte et qui va durer pendant toute la guerre froide. Nous y sommes, voici cette guerre froide, alors avec une vision polaire, hein, donc on regarde, on a l'œil au niveau du pôle Nord et vous voyez la Russie, en l'occurrence, oui, vous avez la Russie et les États satellites en bas. Vous voyez que le seul port qui ne soit pas pris par les glaces à un moment de l'année, en fait, c'est le port de Mourmansk, qui est ici, dans la presqu'île de Kola, et qui donne sur la mer de Barents. Donc le seul port qui soit toujours ouvert pour cet immense pays, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et pour aller, il est très difficile de traverser l'océan glacial arctique. Il y a quelques brises-glaces qui viendront par la suite, mais tant qu'il y a eu beaucoup de glace, c'est très difficile. Alors actuellement, j'anticipe un peu sur le temps, mais avec la fonte des glaces, la Russie est ravie parce que si elle n'a jamais réussi à atteindre les eaux chaudes par la force, ce sont les eaux chaudes qui viennent à elle. Donc vous voyez, l'URSS va sur la mer Noire, hein, elle a des côtes sur la mer Noire, mais elle est toujours bloquée par les détroits turcs ici, et en cas de guerre, hein, c'est le cas actuellement, puisque vu qu'il y a une guerre, les Turcs, par le traité de Montreux de 1936, ont le droit de fermer ces fameux détroits à tout bâtiment de guerre. C'est ce qu'ils font actuellement. Il n'y a aucun bateau de guerre qui rentre ou qui sort dans ce détroit. Bon, la mer Caspienne est une mer fermée. De l'autre côté, vous voyez qu'il y a de la glace un peu partout. Mais ils sont allés, ça va jusqu'à la Corée du Nord, hein, qui est ici. Alors, quel est le problème? Eh ben, justement, vu cette géographie, nous voyons que la Russie est un pays enclavé, en fait. Enclavé non pas parce qu'elle manque de côtes, parce qu'il y en a beaucoup, mais elle est enclavée essentiellement par la glace et par la terre par ailleurs. Donc, à part Mourmansk, c'est un pays totalement enclavé. Elle est isolée des, des grandes routes de communication maritime, donc son commerce peut difficilement s'écouler, et elle est excentrée, c'est-à-dire éloignée du centre de gravité des grandes capitales historiques occidentales, alors que la Russie avait jusqu'à présent un tropisme historique européen contrarié. Je vous rappelle que les tsars ou la tsarine ont fait venir des philosophes, hein, français, entre autres,
C'était la culture, une culture très occidentale. Je me souviens être allé en Russie là, il y a une quinzaine d'années pour un voyage d'affaires et j'ai été, c'était le directeur d'une usine qui m'expliquait qu'à l'époque où Tolstoï a écrit Guerre et paix, la moitié du livre était écrit en français, sans traduction, parce qu'on considérait que les gens, la haute société capable de lire ce livre était capable de lire le français. Donc c'était les Français parlaient en français, les Russes parlaient en russe. Le reste du livre est en russe, mais donc il y avait énormément. Les gens étaient donc très axés vers les pays euh, occidentaux. Donc, tropisme historique européen contrarié. Alors, la flotte, les eaux chaudes partant arrivant à Kola, la flotte du Nord est ici, et ici nous avons donc la flotte de la Baltique. La flotte du Nord, pendant la guerre froide, est obligée de faire tout le tour de l'Europe, de passer Gibraltar, entre autres les sous-marins. Il y avait en permanence des sous-marins ici. Pourquoi? Parce que vous savez que les deux pays qui sont entrés dans l'OTAN en 1952, qui sont la Grèce et la Turquie, se haïssent cordialement, hein, et finalement, ils étaient beaucoup plus intéressés par leur animosité que par le risque d'une attaque de l'URSS. Et finalement, donc, pour tenir le flanc sud de l'OTAN, c'était la sixième flotte américaine en Méditerranée avec les alliés méditerranéens, mais qui n'avaient pas cette puissance. Dans cette sixième flotte, il y avait au moins 2 porte-avions et dont les avions étaient justement chargés de contenir les soviétiques en cas d'attaque. Il y avait donc des sous-marins nucléaires et classiques soviétiques en Méditerranée pour couler ces porte-avions si la guerre se déclenchait. Et derrière ces sous-marins nucléaires et classiques soviétiques, il y avait les sous-marins nucléaires et classiques des pays occidentaux, entre autres de la France, de la Grande-Bretagne et surtout des États-Unis. Voilà. Donc vous voyez que c'est loin quand même. Le fait d'être excentré, c'est pas facile parce que Mourmansk à Gibraltar, c'est 11 à 13 jours de mer. C'est très long, surtout lorsque vous avez un déploiement qui a une durée limitée et vous avez le transit aller auquel qu'il faut doubler puisqu'il y a le transit retour. Si l'on regarde un peu les grandes routes de navigation, là vous voyez apparaître ces grandes lignes. Plus c'est blanc, plus il y a de trafic. Et là vous voyez autour de la Scandinavie, donc à partir de Murmansk, il n'y a quasiment rien. Alors ne parlons pas de ce qui passe dans l'Arctique, la grande route du Nord, il n'y a vraiment rien du tout. Donc vous voyez, on voit bien là que la Russie est vraiment à l'écart des grandes routes de navigation et donc ne profite pas de la richesse que peut procurer la mer. Voici encore d'autres portes, là c'est un peu plus explicite, mais si on regarde aussi à terre, il y a un certain nombre de portes difficiles à franchir. J'en profite pour vous montrer la porte afghane, hein. Ça c'était pendant l'époque de l'URSS. Voilà, donc si vous voulez, il y a des portes systématiquement à franchir, mais il y en a beaucoup à protéger aussi. Regardons à présent l'OTAN. Là, vous avez en bleu les pays de l'OTAN de 49 à 55 et en rouge les pays du pacte de Varsovie. Alors, l'OTAN, c'est une organisation que vous connaissez aussi, fondée en 49, qui a pour objectif de préserver les libertés démocratiques par des mesures de défense collective, mais il y a aussi une coopération politique et économique, chose qui n'existe pas dans le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie est arrivé dès 1955, mais ça n'est guère que militaire. Voilà, donc la partie bien connue de l'OTAN, hein, c'est celle qui dit qu'une attaque armée contre un ou plusieurs pays d'entre les membres sera considérée comme une attaque contre eux tous. On l'appelle aussi le paragraphe des mousquetaires. Alors, regardez, cette carte-là, elle parle peut-être un peu plus parce qu'on voit effectivement l'URSS et les pays du pacte de Varsovie, et vous voyez l'impact sur la Baltique, sachant que à ce moment-là, la Finlande et la Suède sont neutres.
puisque c'est pendant la guerre froide. Le Danemark fait partie de l'OTAN, mais vous voyez donc toute cette côte est tenue par une puissance extrêmement importante, et ici, a priori, pas d'ennemis, puisque ce sont des neutres. Alors, comment contourner cette impasse, c'est-à-dire le blocage entre un OTAN puissant et un pacte de Varsovie aussi également très puissant, les deux ayant des armes nucléaires extrêmement en très grand nombre. Alors, c'est là par la technologie, entre autres, hein, pour obtenir la supériorité militaire. C'est la recherche, le développement et l'innovation, l'espionnage, je vais vous citer un cas, le renseignement militaire, et puis à essayer de développer des systèmes d'armes de frappe en premier pour surprendre l'adversaire, tout en étant capable de l'empêcher de frapper en second, c'est-à-dire d'avoir des armes nucléaires de seconde frappe. Autrement dit, si on est attaqué par des missiles, hein, c'est le principe de la dissuasion actuellement, vous êtes attaqué en premier par des missiles qui ravagent votre pays. Entre-temps, vous avez eu le temps d'envoyer, de prévenir vos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui, eux, vont lancer des missiles même si le pays origine a été détruit, entièrement détruit, ce qui permet donc de, la théorie, c'est le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, messieurs, rangez vos armes. Système de frappe en premier, on a parlé. Guerre indirecte. Alors, en même temps, en parallèle, il y avait des guerres indirectes par procuration. Tout le monde utilise très savamment le mot anglais proxy wars. Mais c'était le Vietnam, ça a été l'Indochine pour la France, ça a été la Corée. Voilà, il y a beaucoup de choses. Déstabilisation, et puis déstabilisation interne des pays occidentaux, la subversion. Alors, l'espionnage, je vous en ai parlé. Là, vous avez un colonel russe, un colonel suédois qui a trahi de 48 à 63, excusez du peu. Alors, pourquoi est-ce qu'il était important pour les Russes? Parce que certes, la Suède était neutre, mais en fait, pour assurer sa neutralité, elle avait besoin d'une assurance tacite des Occidentaux. Je vous rappelle qu'en 1939, la Belgique était un pays neutre, ça n'a pas empêché les Allemands de passer par la Belgique, hein, en grande partie. Voilà, donc la politique suédoise en avait besoin, et donc il fallait absolument espionner la Suède. Donc, ça a toujours été très controversé. Les Russes avaient Sig Wennerström, qui était un de leurs espions, fils d'officier de marine, qui devient lui-même officier de marine pendant un temps, puis il se rend compte que l'armée de l'air, c'est plus porteur, donc il va vers l'armée de l'air, parle couramment allemand et russe, il fait essentiellement une carrière d'officier d'état-major et de diplomate à Moscou, à Berlin. Il est même l'aide de camp du prétendant au trône. Donc, si vous voulez, c'était vraiment quelqu'un de très bien vu. Vous voyez qu'il est très bien mis. C'est un monsieur qui avait une vie sociale extrêmement importante. Voilà. Au cours des 6 années précédant son arrestation, il aura mis 20 000 pages de documents secrets sur les défenses chinoises entre les mains des soviétiques. Donc, ces documents contenaient des informations sur la stratégie de l'armée de l'air suédoise, les bases militaires secrètes, et les plans de défense et de mobilisation des retards. Donc, vous voyez quelque chose d'important. Là, je vous cite une petite anecdote qui était importante, puisque c'est une anecdote qui a conduit à ce fameux livre, à la poursuite d'Octobre Rouge, avec Sean Connery, dans le film. C'est un livre assez remarquable. Moi, je l'avais lu en 74, en 84, pardon. En 84, ce qu'il y avait dedans, en France, était en grande partie Secret Défense. Donc, j'avais été assez ahuri de lire ça, mais c'est un livre qui dit beaucoup de choses réelles. Voilà, donc, mais simplement, dans la poursuite d'Octobre Rouge, Sean Connery décide de rejoindre l'Ouest, alors que dans la réalité, c'est l'inverse. En fait, l'histoire, c'est celle d'une frégate lance-missile, le Sorojevoy, de classe Krivak, et qui est appareillé de Riga en Lettonie.
En fait, l'officier politique du bâtiment s'était révolté. Il s'appelait Valéry Stablin et il a fomenté une mutinerie. Il a pris le commandement du bateau après avoir enfermé le commandant et un certain nombre de mutins. En tant qu'officier politique, il avait préparé une bonne partie de l'équipage à le suivre. Il était très apprécié de l'équipage. Et, euh, et il a donc euh, appareillé en silence radio-radar. Son objectif, c'était de renverser le pouvoir de la bureaucratie stalinienne privilégiée et de restaurer un véritable régime de démocratie léniniste soviétique. Donc c'était un pur communiste. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez Riga ici, Riga, donc il a appareillé et il voulait aller devant Leningrad, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg. Hein, et je vous rappelle que la guerre a commencé, euh, la révolution a commencé en partie ici quand un croiseur Aurore a menacé de tirer sur le palais d'été, sur le palais d'hiver, pardon, sur le pays d'hiver. Donc Sabline, lui, voulait refaire la même chose et il voulait qu'on lui donne la possibilité de parler au monde entier, enfin à la Russie, à l'URSS en l'occurrence. Voilà. Donc Léonid Brejnev, qui était donc le président à l'époque, a donné l'ordre de couler le bateau. Effectivement, il y a eu des tirs qui ont été faits. Euh, le, le monde entier était ahuri et suivait ça sans très bien comprendre ce qui se passait. Finalement, le bateau a été repris, a été abordé et repris. Et Sabline a été jugé en cour martiale. Il sera fusillé ainsi que 26 mutins. Donc vous voyez que ça, les Russes n'ont pas été tendres. Mais l'anecdote est intéressante. Alors le paroxysme de la menace nucléaire des années 80, effectivement, nous avons été très proches d'une guerre. J'ai découvert ça en Suède. Nous avons été très proches d'une guerre dans les années 80. Pourquoi? Il y avait trois causes. La perte d'influence de l'URSS, qui petit à petit perdait effectivement le soutien de ses voisins proches. Il y avait des remous dans de nombreux pays. Ensuite, la crainte d'une attaque nucléaire surprise de l'Occident. S'était persuadé qu'il allait y en avoir une. Et enfin, la stratégie navale et l'initiative de défense stratégique, c'est-à-dire la guerre des étoiles du président Reagan qui est arrivé à ce moment-là. Alors les conséquences, eh bien, les soviétiques ont fait de nombreuses intrusions dans les eaux de la Suède, pourtant neutre, et un effort de guerre insupportable pour l'économie soviétique. Alors, perte d'influence, eh bien, écoutez, d'abord, et on en parlera, je pense, jamais assez, d'abord du fait de l'Église catholique, puisqu'en 1978, le cardinal polonais Wojtyla est élu pape, c'est Jean-Paul II, et c'est lui qui disait n'ayez pas peur, et il s'est rendu en Pologne en juin 1979. Il a fait une messe à laquelle des millions de personnes ont assisté. Ça a été évidemment la télévision a tout fait pour cacher ça en faisant en évitant les grands angles, mais ça a beaucoup joué, d'autant plus que l'Église catholique à ce moment-là soutenait le mouvement Solidarnosc, ce qui a affaibli le régime communiste. Alors, les Russes ont vite compris, bon, puis il y avait la guerre soviéto-afghane en même temps. Si vous regardez cette carte, on voit le front nord, le théâtre d'opération nord-ouest des soviétiques, là, qui prend toute la Finlande. En fait, les Russes s'étaient dit, les soviétiques s'étaient dit, il va y avoir une attaque. Aujourd'hui, nous sommes capables de prendre les détroits de façon à pouvoir faire sortir notre flotte et à contrôler tout ça, parce que nous avons l'armée est-allemande, l'armée polonaise qui est bonne, et puis la, la Suède qui est neutre. Cela dit, il ne croyait pas vraiment à la neutralité à long terme de la Suède, et puis il voyait la Pologne comme nous venons de le voir, qui était en train de se
se préparait à changer de bord parce que son accueil au pape et l'importance du syndicat faisaient que le régime était mis plus ou moins en échec. Donc ils avaient envisagé un moment de faire une attaque nucléaire préventive avant que la Pologne ne s'effondre complètement, donc pour précipiter les opérations. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Par ailleurs, il y a l'opération Rian, qui est l'acronyme russe de attaque de missiles nucléaires. Tout ça a commencé en 81. Donc, c'était une organisation des services de renseignement russes pour détecter et prévenir une attaque surprise, mais en étant persuadé qu'elle allait avoir lieu, si vous voulez, ce qui change tout après, parce que tout était jaugé à l'aune avec cette idée sous-jacente que de toute façon, c'était certain qu'elle allait attaquer. Donc, lors d'une grande conférence du KGB à Moscou, le secrétaire général Leonid Brejnev et Yuri Andropov ont annoncé la création de l'opération Ryan, voilà, parce que selon eux, les États-Unis se préparaient activement. Donc là, quand les gens sont persuadés que l'autre va attaquer, ils sont d'autant plus enclins à vous attaquer avant. Pendant ce temps-là, le président Reagan qui était arrivé, le président Reagan décide que c'est l'offensive par la mer qui devient la priorité et il publie en 1986 la stratégie maritime des forces navales américaines. Pardon. Donc le but était d'acquérir la suprématie navale sur les mers et de porter la guerre sur les côtes de Russie par la marine en envoyant des porte-avions dans la mer de Norvège, voire dans les fjords, et de mettre des sous-marins nucléaires d'attaque derrière chaque sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc les sous-marins de dissuasion soviétiques, pour les couler éventuellement avant qu'ils ne puissent tirer. Donc les SN américains étaient devant les ports de la presqu'île de Kola et pistaient grâce à une technologie largement supérieure à celle des soviétiques à l'époque, des systèmes. De plus, il y avait des réseaux de détection sous-marine Sojus qui étaient un peu partout dans le monde. Les Russes, du coup, ont envoyé tout un tas de sous-marins dans les eaux suédoises. C'est un archipel, donc vous avez effectivement beaucoup de place. Et vous avez ici à droite le nombre d'intrusions certaines et probables par année, enfin par paquet d'années. Vous voyez qu'il y a eu énormément de pénétration avec des sous-marins probablement de ce type-là, d'autres qui étaient sur des chenilles. Là, vous avez une photo à gauche. Ah, vous avez une photo à gauche ici là, des chenilles qui ont été vues par la suite, qui ont été filmées par la suite. Cela dit, aucun de ces sous-marins n'a jamais été intercepté. Il faut dire que la défense suédoise n'était pas dans un excellent état. Là, vous avez la base navale de Karlskrona et à côté, vous voyez un sous-marin qui finalement va s'échouer, sous-marin soviétique, et on aura enfin la vision d'un de ces bateaux. Donc c'est à très courte portée, c'est très proche. En fait, du fait de la marée, le bateau s'est mis au sec ici. Ça fait moins de 200 mètres, hein, ce passage. Et c'est un sous-marin whisky, selon la dénomination OTAN. Donc vous imaginez, évidemment, cet épisode est appelé Whiskey on the Rocks, et c'était en octobre 1981. Alors c'est quelque chose d'assez intéressant parce que il y avait eu de nombreuses intrusions. Donc, il était seulement à 10 km de la base, dans les eaux intérieures, hein, j'insiste, dans les eaux intérieures suédoises. Donc, il se met au sec. Il y a un pêcheur qui le voit, qui va prévenir la base. Il n'arrive pas à se déséchouer. Donc, le commandant de la base arrive, et était éberlué de voir un sous-marin soviétique devant lui. Et il essaye de monter à bord. On lui interdit évidemment, puisque c'était considéré comme le sol soviétique. Mais il y a eu de longues négociations, déploiement de forces tout autour, les soviétiques qui envoient une flotte, les Danois qui commencent à armer
toutes les îles autour avec des missiles anti-navires. Voilà, finalement, l'enquête montre que tous les instruments de navigation fonctionnaient très bien. Donc ce bateau venait sciemment là. Alors pourquoi? Peut-être pour entraîner les gens. Toujours est-il que des mesures de radioactivité ont été faites à proximité. C'est un sous-marin à propulsion classique, hein, donc diesel électrique, et il y avait un rayonnement électrique important à l'avant, dans la soute aux armes, donc il y avait au moins une torpille nucléaire à bord. Donc aller avec une arme nucléaire dans les eaux intérieures d'un pays, si ça, c'est pas un acte de guerre, alors je ne sais plus ce que c'est. Toujours est-il que le Premier ministre suédois a décidé de, de donner du goût et le bateau a pu repartir. Donc je passe assez vite là-dessus, mais voilà ce qui s'est passé. Donc le 5 novembre, la Suède accepte de laisser repartir le sous-marin qui est raccompagné jusqu'à la limite des eaux territoriales où la flottille soviétique l'attend. Lorsque, à la chute du mur de Berlin et à l'effondrement du RSS, on a pu récupérer un certain nombre de cartes, et là vous avez le concept d'opération soviétique tel qu'il était prévu, et vous voyez que l'attaque de la Norvège était bien prévue avec l'attaque de la Finlande et de la Suède, hein. Les soviétiques comptaient bien aller partout de ce côté-là. J'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de gens qui ont vu les préparations soviétiques. C'était assez impressionnant. C'était bien mieux préparé qu'on ne l'estimait en Occident, en particulier en Allemagne de l'Est. Fin de la guerre, de la guerre froide, donc l'IDS en 1984 avec du président Reagan. En 1986, c'est Tchernobyl, Glasnost, Gorbatchev en 1988 qui lance des réformes, et c'est la faillite économique de la puissance russe. Pourquoi? Parce que l'URSS s'est lancé à fond dans le développement des forces sous-marines et dans le développement et dans l'espace, hein, pour cette fameuse contrer l'initiative de défense stratégique, cette guerre des étoiles. Et en 1990, l'URSS a dépensé 13 à 15% du PNB du pays, à comparer aux 7% que dépensaient les Américains. C'est énorme, déjà 7%. On a du mal à arriver à 2% en France et en Europe. Mais vous voyez que l'URSS, elle, n'a pas été capable de résister et son économie s'est effondrée totalement. Alors, nous arrivons à la fin, la reprise contrariée de l'expansion russe. Vous voyez la carte de la Russie aujourd'hui, c'est toujours le pays le plus grand au monde, mais mais ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont un petit accès à la Baltique, encore une fois, avec Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Euh, ils ont pris Sébastopol parce qu'ils avaient absolument besoin d'une base en mer Noire et les autres bases n'étaient pas des ports sûrs. Donc Sébastopol est extrêmement important pour eux. Et ils sont en train d'installer un certain nombre de bases du côté dans l'Arctique pour pouvoir profiter de cette fonte des glaces en espérant que le passage du Nord-Est, ce sera eux qui le contrôleront complètement. Alors, les relations entre la Suède et la Russie ont été mauvaises finalement. Il y a eu 9 conflits quand même entre les deux pays du 15e au 19e siècle, hein. La dernière étant la guerre de Finlande, quand la Suède a perdu la Finlande, 1808-1809. En 1814, donc, la Suède adopte une politique de non-alignement en temps de paix et de neutralité en temps de guerre. Et en 2022, ce statut prend fin lors du dépôt de sa candidature auprès de l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les incursions de sous-marins ont recommencé à partir de 2014. Là, il y en a eu, là vous en avez 3 qui apparaissent dans la carte de gauche à proximité de Stockholm. Alors, on n'a jamais réussi à les attraper, mais là, vous avez une photo qui montre un de ces sous-marins. Alors, vous pourrez dire c'est peut-être une bouée, c'est peut-être une balise. Eh bien non, parce que celui qui a pris la photo, c'était un officier des renseignements, donc il connaissait parfaitement la zone puisqu'il était chez lui, sur son balcon, et il a photographié
une zone où normalement il n'y a rien. Donc il y a eu d'autres cas avec des pêcheurs qui se sont retrouvés nez à nez avec un périscope. Voilà, donc ça, ce serait des petits bateaux, mais les Russes sont remarquablement entraînés à ce genre de choses. Ils l'ont été et je pense qu'ils sont en train de redevenir très forts. Du coup, la Suède réarme face à la Russie. Il y avait une base taillée dans la falaise, une base antinucléaire qui avait été abandonnée. Eh bien, elle a été, c'est la base de Moscou, elle a été réouverte en 2022, donc l'année dernière. Voilà. Les Norvégiens de leur côté, mais c'est sur la mer du Nord, eux avaient fait une base aussi, comme ça, creusée, une base pour sous-marins creusée dans la montagne. Et imaginez-vous qu'il l'avait loué il y a 4 ou 5 ans à une société russe, hein, puisqu'ils ne s'en servaient plus. Bon, je crois que maintenant ils sont revenus en arrière et les Russes se sont fait virer. Voilà, là vous avez les pays de l'OTAN. Vous voyez que la Finlande a rejoint, elle a été admise en 2023. Finlande et Suède avaient demandé en 2022, en mai 2022, à rejoindre l'OTAN. La Suède, elle, doit attendre puisqu'il y a un blocage de la Turquie et de la Hongrie. Mais là, je ne vous apprends rien. La Turquie, elle, c'est pour protéger, fait du chantage, hein, carrément, contre la Finlande, mais je lisais hier qu'a priori, ça devrait se régler assez rapidement, parce que mais ça a imposé à la Suède de modifier certaines de ses lois de façon à ce qu'il y ait des interdits un peu plus fréquents pour tout ce qui est crime, que dire, délit contre les religions. Donc la Finlande, nous en avons déjà parlé. Donc elle est devenue membre de l'UE en 95, de la zone euro en 99 et de l'OTAN en 2023. Donc je vous rappelle, la Suède n'est pas membre de la zone euro ni de l'OTAN actuelle. Alors voilà, là vous voyez la nouvelle carte de la Baltique. Alors là, est-ce que la Baltique est devenue un lac occidental? Vous voyez, tout a changé maintenant, puisque à présent, ce sont essentiellement des pays de l'OTAN qui sont autour, sauf l'exclave de Kaliningrad, là, euh, voilà, et évidemment la côte autour de Saint-Pétersbourg. Alors, quelles sont les conséquences des sanctions? La Russie est est enclavée politiquement après l'avoir été géographiquement, et ça devient de pire en pire, puisque maintenant il y a beaucoup de ports elle ne peut plus faire de commerce avec beaucoup de ports, et elle ne peut donc commercer qu'avec les ports avec lesquels elle est le plus proche, c'est-à-dire maintenant l'Iran, c'est-à-dire un certain nombre de pays à proximité et dans le sud. Donc un conflit russie. Alors le canard, la route maritime du Nord-Est, hein, elle voudra en profiter, mais actuellement elle n'en profitera pas. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle risque d'avoir des problèmes avec la Chine, qui elle-même voudrait, ça raccourcit de 30% le trajet de ces flottes de commerce entre les côtes chinoises et l'Europe. Donc la Chine, elle veut absolument en profiter au plus vite. Je pense qu'il y aura un problème entre ces deux pays à ce moment-là. Donc l'accès de la Baltique est de plus en plus compromis pour la Russie. Tous les autres pays riverains appartiendront à terme à l'OTAN. Reste le potentiel de nuisance par l'attaque discrète des câbles et gazoducs sous-marins. On arrive à l'histoire du Nord Stream 2 et Nord Stream 1. Vous savez qu'il y a eu 4 explosions. On ne sait pas très bien qui l'a fait. Moi, j'avais une tendance à une époque à beaucoup penser que c'était la Russie parce que elle avait des tas de petits sous-marins et comme vous pouvez voir, c'est pas loin de l'exclave de Kaliningrad. Je pense qu'on ne saura jamais qui était réellement responsable. Actuellement, on dit que ce serait des plongeurs ukrainiens. Je veux bien, mais il fallait peut-être que quelqu'un d'autre les ait aidés. C'est pas donné à tout le monde, mais des plongeurs militaires, des plongeurs des mineurs,
sont tout à fait capables d'intervenir à 80, entre 80 et 100 mètres d'immersion. Donc avec un mélange d'air, c'est possible. Voilà, donc ça qui les a fait sauter, il est fort possible que ce soit quand même la Russie, parce que la Russie veut couper tous ses liens avec l'Occident. Elle savait que le Nord Stream n'allait pas être ouvert avant longtemps. Les câbles, vous savez que plus de 99% des communications Internet passent par les câbles sous-marins, qui sont donc relativement faciles à couper. Donc ça pourrait être une attaque. Les pays de l'OTAN s'en sont rendus compte et essayent de mettre en place des moyens. Mais encore une fois, ces câbles étant partout dans le monde, il n'est pas possible de les surveiller facilement. Et ils sont, d'autant plus qu'ils sont dans des profondeurs extrêmement importantes, jusqu'à plus de 6000 mètres de fond. Récemment, il y a eu un sabotage, a priori, du gazoduc Baltic Connector, vous voyez, qui est entre l'Estonie et la Finlande, ici. Et il y a eu donc cette coupure partielle. Et on pense actuellement, il y a deux bateaux qui sont suspectés, c'est un bateau russe et un bateau chinois, qui auraient laissé traîner leur ancre pour accrocher les câbles et les arracher. Donc voilà, là il y a un problème. Il y avait aussi un câble dans le même, au même endroit, un câble de télécommunication qui a été abîmé, mais pas entièrement coupé. Là, ça ne pose pas de problème à la Finlande, puisqu'elle a des systèmes de regazéification de gaz nucléaire, de gaz naturel liquéfié, donc elle a de quoi tenir. Et tout à fait récemment, là, le 17 octobre, il y a un autre câble qui a été très abîmé, vous voyez, mais cette fois-ci, c'est le câble qui va d'Estonie en Suède. On ne sait pas là qui serait fautif. Il y a des recherches. Donc la Russie, se sachant un peu bloquée en Baltique, est finalement très gênée. Et du coup, elle a lancé le système des 5 mers, donc la mer Blanche, la mer Baltique, la mer d'Azov, la mer Noire et la Caspienne, qui sont des enjeux stratégiques. Là, vous voyez, la mer Blanche est ici. Là, vous avez donc la mer Baltique qui est ici, la mer d'Azov, la mer Noire et la mer Caspienne. Donc les Russes, avec le fameux canal de la Volga au Don, hein, qui permet donc de passer, entre autres aux bâtiments de guerre russes, de passer de Caspienne à la mer d'Azov et ensuite à la mer Noire. Et là, ce qu'il y a de merveilleux, c'est le rebond de l'histoire, si je puis dire, parce que les conséquences des relations, des sanctions contre la Russie, eh bien, ça amène au retour de la route des Varegs. On retrouve l'utilisation des grands fleuves, donc le Volga, le Dniepr, etc. Je trouve ça absolument merveilleux. Donc on a fait le tour et on revient à l'époque Vareg. Et je vais arrêter là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je n'ai pas regardé l'heure. Voilà. Non, vous avez été parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à tous pour votre écoute et je pense qu'on peut arrêter l'enregistrement.